Ce soir, dans Railwan, on va s'intéresser aux installations de sécurité. Connaissez-vous ces balises jaunes qui sont positionnées sur la voie? Réponse dans quelques instants avec Jules Grussy. Les 3 et 4 août dernier, la compagnie du Morges Bière Cossonay renouvelait ses installations de sécurité sur la ligne du BAM, le Bière-Apple-Morges. Nous rencontrerons Daniel Pache, responsable infrastructure des MBC, pour parler de cet événement. Daniel, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être notre invité. Ouais, tout à l'heure. La ligne du BAM, justement, elle sera la ligne centrale de ce soir. Mais savez-vous pourquoi elle a été construite? Séquence histoire avec notre nouveau spécialiste, Christophe Beuret, en troisième partie. Un autre élément important des installations de sécurité, les moteurs d'aiguillage. Ils ont été complètement changés également. Explication avec Mathis tout à l'heure. Les MBC ont fait appel à l'ex-entreprise Baer, qui a été maintenant rachetée par Stadler, pour être le fournisseur des nouvelles installations. Rencontre avec Marc Sarva, le chef de projet. Marc, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous et à tout à l'heure. On terminera par la visite du local d'enclenchement avec Jean-Rémy ainsi que des tests effectués pour la toute première fois sur les installations en fin d'émission. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans Railwan saison 3. Vous êtes sur notre nouveau plateau ambulant et cette année encore, vous retrouverez également Étienne à la présentation. Salut. Salut Mathis, bonsoir à toutes et à tous. Grâce à ce plateau, cette saison 3 sera marquée par un tout nouveau format, le format à thème, qui nous permettra d'aborder plusieurs sujets et de parler de plusieurs entreprises de façon croisée. Ce soir, c'est donc une émission autour des installations de sécurité qui vous attend. Et pour être avec nous sur le plateau cette saison, des chroniqueurs et des invités qui participeront, tout comme vous, à un petit quiz en cours d'émission. Ce soir, nous sommes à Bière. Railwan saison 3, premier épisode, c'est parti. Et pour nous accompagner ce soir sur le plateau, notre nouveau chroniqueur Railwan, Jules Grussy. Bienvenue Jules. Merci Mathis. Également notre nouveau spécialiste histoire, Christophe Beuret, bienvenue. Merci, bonsoir. Tu es également l'auteur du site internet histoireferroviaire.wordpress.com. Jules, c'est avec toi que nous ouvrons cette émission et notamment la saison 3 et tu vas nous parler pour démarrer de ces... Alors, j'avais mis petite balise, mais c'est ces grandes balises, un petit peu lourdes, dans la séquence technique. Oui Mathis, c'est exact. Bonsoir à toutes et à tous. Ces petites balises jaunes sur la voie servent à transmettre les informations des installations de sécurité au train. Ce sont des balises ZBMS, car ils sont uniquement installés sur les lignes à voie métrique, comme la ligne du BAM, qui a donc 1 mètre d'écartement. Comment est-ce qu'elle fonctionne ? Réponse tout de suite avec la séquence technique. Cet été, MBC a renouvelé ses installations de sécurité et notamment les balises ZBMS en collaboration avec Stadler AG. Le ZBMS est un dispositif qui permet d'afficher en cabine des informations de base qui permettent la circulation des trains, comme l'affichage des signaux en cabine et la vitesse autorisée dans cette zone. Dans le cadre du renouvellement des installations de sécurité de la gare de Morges, l'ancien système de contrôle de la marche des trains, le ZST 90, est remplacé par un nouveau système, le ZSI 127, qui répond aux standards ZBMS. Le système ZSI 127 se compose d'une paire de balises, une balise fixe, qui n'est non câblée, qui est totalement passive, et une balise câblée, qui est une balise active, qui peut émettre différents messages.
La première balise, qui n'est pas câblée, transmet des informations fixes. Le sens de marche, un avertissement de réduction de vitesse en cas de longs travaux. Elle permet aussi la recalibration. En effet, avec l'usure des roues, les distances peuvent varier sur les contours analogiques. Mais grâce à ces balises, on peut connaître ces informations avec précision. En revanche, la deuxième, qui est câblée, transmet des informations suivant l'image du signal à proximité et d'autres informations variables liées à l'enclenchement. La balise transparente qui est reliée à un équipement installé dans l'armoire à câbles du signal permet d'émettre les différents messages qui sont en lien avec les images des signaux affichés. Dans l'armoire à câbles du signal se trouve l'équipement qui émet les télégrammes pour les balises, en anglais Line Side Equipment Unit, qu'on abrégé avec LE. Cette LE lit le courant des lampes qui sont utilisées par le signal et permet ainsi d'identifier quelle image est affichée afin d'émettre le télégramme pour la balise transparente. Par exemple, un signal peut annoncer une réduction de vitesse effective au prochain signal. Le train va capter cette information et calculer une courbe de freinage pour ainsi éviter que le train arrive trop vite. Le nom de ce dispositif se note Zug, qui veut dire en allemand Zugbeeinflussung, ce qui donne en français tout simplement contrôle des trains. Dans le cas où le train est en approche, les balises précédentes lui ont indiqué que le signal était ouvert. En passant sur ce même signal, il passera sur une première balise qui lui indiquera les données dites fixes, le kilométrage par exemple. Et la deuxième balise lui indiquera entre autres que le prochain signal est ouvert et qu'il n'y a pas de réduction de vitesse. Un train qui franchit une balise comme précédemment lui indique des informations fixes, mais en revanche, ici il y a une réduction de vitesse. Qu'au prochain signal, le train doit emprunter une bifurcation. Le Zug, après avoir passé la balise, va analyser les informations et anticiper le freinage pour que le train n'arrive pas trop vite. Dans le cas extrême où un train arriverait trop vite ou franchirait un signal fermé, le Zug détectera que le train n'arrivera pas à freiner à temps. Il activera donc le frein d'urgence pour stopper le véhicule au plus vite. Il faut s'attendre à ce que le train freine de lui-même au passage du signal qui est rouge, puisque la balise devrait le retenir. C'est le premier essai, on verra si ça fonctionne. Et voilà, là on va passer sur la balise. Voilà, réaction comme attendu, donc le train a été arrêté par le système de sécurité, donc ça fonctionne, le fonctionnement d'une balise ZBMS est démontré à Morges. Retrouvez toutes les informations autour de l'émission sur notre site internet, comme ce mug, railone.ch, pour découvrir par exemple l'équipe de cette saison 3. Ces nouvelles balises ZBMS s'inscrivent dans le cadre du renouvellement des installations de sécurité en gare de Morges, du Bière à Morges, le BAM donc. Et pour parler de cet événement, rien de mieux que d'accueillir le responsable infrastructure des MBC, Daniel Pache. Bonsoir. Salut. Salut, exactement. Merci beaucoup d'être avec nous et d'être venu jusqu'ici à Bière. Tout d'abord, pourquoi est-ce qu'un renouvellement des installations de sécurité dans la gare MBC, la gare de Morges MBC, était nécessaire ? L'installation qui commandait les signaux et toutes les affaires de sécurité en gare de Morges date de 1992. C'était la première installation informatisée, déjà à l'époque, en Suisse romande, avant les gares CFF. Et une installation de 30 ans en informatique, c'est un peu la durée maximale qu'on peut en attendre. Concrètement, cette installation avait été fournie par l'entreprise Bombardier, entreprise qui s'est retirée de ce marché et qui ne fournit plus de pièces pour nous permettre de la faire vivre. Donc on arrive à la fin des stocks, des pièces de rechange, et tout simplement, si par hasard une pièce venait maintenant à défaillir, on ne pourrait plus la remplacer et on n'aurait plus possibilité de faire circuler les trains en gare de Morges. Il était donc absolument impératif pour nous de garantir la vie de cette gare et de renouveler l'installation de la gare de Morges. Et comment est-ce qu'un renouvellement des installations de sécurité se prépare ?
Ça, c'est une bonne question. C'est pas tout simple, évidemment, comme vous pouvez tous vous en douter. Ça met pas mal de temps. On commence par un concept d'exploitation. Ce concept d'exploitation est issu de l'horaire qu'on va appliquer. Et on imagine la durée de vie complète de l'installation, c'est-à-dire les 30 prochaines années. De quoi est-ce qu'on aura besoin pour faire circuler nos trains de la gare. À partir de là, à partir de ce concept d'exploitation, on peut dessiner un concept d'installation de sécurité qui répondra aux besoins. Où est-ce qu'il faut les signaux? Quelles voies doivent être isolées les unes des autres? Qu'est-ce qu'on doit pouvoir faire simultanément? Qu'est-ce qui peut être possible en entrant dans la gare en sortant? Est-ce qu'on doit pouvoir croiser deux trains de cette gare? Toutes ces questions-là sont réfléchies au niveau du concept. Ça, c'est la première étape, le concept. Et puis ensuite, on fait un avant-projet qui nous permet de déterminer exactement alors les éléments dont on aura besoin. Et en l'occurrence, on va chercher un fournisseur par un appel d'offres au marché public immédiatement après. Pour nous, 6 appels d'offres ont été rentrés. Nous avons reçu 6 offres différentes de 5 fournisseurs, un des fournisseurs ayant fait 2 offres, et c'est l'entreprise BER à l'époque, Stadler aujourd'hui, qui a reçu le mandat pour cet ensemble. Les MBC ont mis d'un coup le tout en appel d'offres, c'est-à-dire que non seulement on a Morges, qui est maintenant en service depuis lundi 22 août, mais on a toutes les autres gares qui vont être renouvelées au fur et à mesure des renouvellements de gares. Donc voilà. Ça, c'est la partie préparation. Ensuite, il y a la partie conception chez le fournisseur. Il vous en parlera certainement tout à l'heure. Et puis, une fois que la conception est terminée, une batterie de tests chez eux, chez nous, des tests usines, et puis les montages. Montage sur le terrain, pour commencer, avec tout ce qui est physiquement présent, que vous pouvez voir, que nos clients peuvent voir, les signaux, les aiguilles, les balises que vous avez montrées tout à l'heure, et puis montage de l'installation de sécurité que vous aurez l'occasion de voir plus tard. Après, la phase de mise en service, phase de test de nouveau, phase d'analyse par un certain nombre d'experts. Pendant ce temps-là, l'Office fédéral des transports analyse aussi les plans qu'on leur a remis, nous donne une autorisation d'exploiter ou demande des compléments, et puis enfin, on pourra mettre en service pour nos clients. Morges, ça a commencé il y a 3 ans, je crois. 3 ans, ça fait pas mal de boulot. Bravo, félicitations. Et d'ailleurs, dans cette nouvelle gare MBC de Morges, tu as mis une spécificité, on va dire une rareté pour les lignes à voie métrique. Vous avez changé les signaux, donc on a encore justement les vieux signaux de la gare, et on te remercie, on vous remercie les MBC de nous les avoir donnés. On a pu les récupérer pour le plateau. Et en remplacement, tu as mis ce qu'on appelle des signaux numériques, les signaux ronds, avec également l'inscription possible de chiffres, de barres, etc. Pourquoi avoir mis ces signaux numériques qui sont rares sur les voies métriques et ne pas simplement avoir réutilisé ancien matériel ou l'avoir rénové? Alors, en général, quand on change une installation, on change aussi physiquement les signaux qui sont à l'extérieur. Donc, qu'on mette d'une version lumineuse, comme on a dans la plupart du temps dans les gares des voies métriques, ou numérique, comme on l'a fait à Morges, ça ne change pas grand-chose de ce point de vue-là. Par contre, le numérique permet 2 éléments supplémentaires. D'une part, de signaler aux mécaniciens n'importe quelle vitesse par dizaine. Ça veut dire qu'on n'est plus tenu par les images qui disent qu'il est possible de rouler à 3-4 vitesses différentes au maximum. On ne peut pas combiner des couleurs à l'éternité et puis espérer que le mécanicien se souvienne d'une combinaison bizarroïde qui finalement n'est pas utilisable. Donc pour n'importe quelle vitesse applicable de n'importe quelle de nos gares, nous avons désormais une solution. À Morges, par exemple, les chiffres 2 et 3 sont disponibles, ce qui nous permet de régler tous les cas qu'on trouve à Morges. Plus tard, on en aura d'autres, 4, 5, peut-être 6, en fonction des vitesses qu'on pourra appliquer au train dans les gares. La deuxième raison, c'est qu'on simplifie finalement les pièces de rechange. Les signaux eux-mêmes, ils ont 3 ampoules au maximum, rouge, vert, jaune, et puis ensuite, il y a des écrans de vitesse un petit peu plus différents, mais malgré tout, c'est une certaine standardisation, ce qui nous permet d'éviter d'avoir des signaux lumineux à 1, 2, 3, 4, 5 ampoules, voire 6, suivant les situations, et de diminuer au maximum les pièces. Donc, finalement, pour nous, c'est tout avantage de faire cette situation-là. La gare de Morges, dans le cadre du projet Léman 2030, va être réorganisée, rénovée. Est-ce que cela vous impactera? En effet, ça c'est la phase 2 de la gare de Morges. On était obligé tout de suite de renouveler l'installation de sécurité pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure. Et en même temps, on va devoir renouveler une deuxième fois, en même temps que les CFF 2027 probablement, l'ensemble de l'installation à nouveau, puisque toute la gare de Morges va être refaite, non seulement le côté CFF, mais aussi le côté des MBC. Donc une deuxième fois, on va faire évoluer cette installation et on aura un nouveau plan de voie, une nouvelle installation, des nouvelles installations à l'intérieur, et puis on va devoir déplacer les signaux, les aiguilles et tous ces appareils-là. Merci beaucoup Daniel, tu restes avec nous? Volontiers.
Nous poursuivons cette émission avec la chronique Histoire autour du Bière-Apple-Morges pour comprendre ce qui s'est passé bien avant le renouvellement de ces installations de sécurité. Christophe Beuret, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Rail One. Tu es notre nouveau spécialiste histoire cette saison. Pourquoi un chemin de fer de Morges à Bière? L'histoire du Bière-Apple-Morges, abrégé BAM, est liée d'une part à la place d'armes de Bière et d'autre part à un projet de ligne ferroviaire de Nyons à Yverdon, le long du pied du Jura. En effet, les grandes compagnies privées qui ont construit les lignes principales au XIXe siècle ont d'abord cherché à relier les centres principaux, là où il y avait des marchandises à transporter et des gens à transporter. Les régions qui n'étaient pas desservies par ces lignes ont développé des projets pour être raccordés au chemin de fer, synonyme de progrès. C'est pour cela que dans le dernier tiers du XIXe siècle, les planificateurs et ingénieurs rivalisaient d'idées pour amener le chemin de fer dans les campagnes et les montagnes. Au début des années 1870, un projet de liaison ferroviaire le long du pied du Jura a vu le jour. On imaginait alors une ligne d'Yverdon à Nyons qui serait passée par Orbe, Lille, Montrichet, Bière, Gimel et Genolier, comme on le voit sur la carte. Ce projet, beaucoup trop cher par rapport à ce qu'il aurait pu apporter, n'a jamais été réalisé. Et les communes du pied du Jura ont plus tard été reliées directement à la ligne principale plutôt que par une ligne parallèle. Ainsi naîtront par exemple les lignes du Nyons-Saint-Cergue-Moret, du Gland-Benien, du Rolle-Gimel, de l'Alamand au Bonne-Gimel et bien sûr aussi du Bière-Apple-Morges. Et quel rôle a joué la place d'armes de Bière? Eh bien, dès le début du XIXe siècle, les terrains de la commune de Bière étaient utilisés pour des exercices tactiques. Mais en 1874, la caserne a été construite. Et dès lors, il était clair que des transports de troupes et de matériel régulier en direction de Bière allaient avoir lieu. Il y avait aussi des besoins pour le transport de l'agriculture et le bois. Il a ensuite fallu pas mal de temps pour se mettre d'accord sur le projet à construire, sur le tracé choisi et réunir les fonds pour le financement. Comme bien souvent dans le développement des chemins de fer, différents comités s'affrontaient avec différentes variantes concurrentielles, desservant plutôt tel village ou tel autre. Pour le BAM, il y avait des variantes qui desservaient Yon, voire Saint-Livre, d'autres par Apple ou même par Pampigny, comme je l'ai représenté schématiquement sur la carte. Au final, c'est un compromis qui a été choisi et le financement assuré, la concession a pu être demandée. Elle a été accordée le 29 juin 1893 et les travaux ont débuté au printemps 1894. La construction a duré à peine plus d'une année et la ligne Bière-Apple-Morges a été inaugurée le 29 juin 1895. Le service régulier a débuté le 1er juillet. Pour la petite anecdote, c'est le lieutenant Henri Guisan, futur général durant la Deuxième Guerre mondiale, qui commandait le détachement qui a accueilli le train inaugural à Bière. Il ne faut pas oublier la ligne Apple-Lille dans tout cela. Comment est-ce qu'elle a été créée? Alors la ligne Apple-Lille a été construite par une autre société qui a obtenu sa propre concession. Elle a été mise en service en septembre 1896. 3 ans plus tard, la compagnie Apple-Lille fusionnera avec le BAM. La particularité de la ligne Apple-Lille, c'est qu'elle est raccordée à Apple en direction de Bière et non en direction de Morges, ce qui fait qu'il n'y a jamais eu régulièrement de train direct Morges-Lille. Une particularité autre, mais qui n'est pas unique, c'est que le BAM n'exploitait pas lui-même ces lignes au début, car la société n'avait pas les moyens d'avoir son propre personnel. C'est la compagnie du Jura-Simplon qui assurait l'exploitation, puis dès 1902, les CFF. Ce n'est qu'en 1916 que le BAM a exploité lui-même ces 2 lignes. Et qu'est-ce que tu peux nous dire au niveau de l'évolution de la ligne? La ligne a été électrifiée en 1943 en courant monophasé 15 kV 16/2 Hz, c'est-à-dire le courant CFF. Le BAM fut le premier chemin de fer au monde à utiliser ce courant avec des automotrices. Et devinez qui a inauguré la traction électrique en pleine Deuxième Guerre mondiale? À nouveau, le général Guisan.
L'évolution suivante sera la mise en service entre 1965 et 1966 du transport à voie normale, d'abord sur des trucks, puis dès 1981 sur des bogies porteurs. Et puis en 1997, une nouvelle voie construite qui se détache de la ligne peu avant Bière et relie directement les casernes. Depuis 1980, la compagnie exploite aussi un réseau de bus, les transports publics de Morges et environ. Avec l'extension du réseau de bus vers Cossonay, la compagnie changera de nom en 2000 pour devenir les transports de la région Morges-Bière-Cossonay et fusionnera en 2010 avec le funiculaire de Cossonay. Dès 2016, la compagnie deviendra aussi une entreprise de transport à voie normale avec l'acheminement de gravier entre Apple et Gland. Quant à l'évolution récente, on a entendu tout à l'heure le développement des installations de sécurité. Merci beaucoup Christophe pour cette très belle première chronique histoire et on te retrouve bientôt pour une autre chronique histoire dans Rail One. Merci beaucoup. Avec plaisir, bonsoir. Vous voyez probablement ce que sont les aiguillages, ces parties de voie qui permettent au train de bifurquer. Pour contrôler ces aiguillages, il faut des moteurs et ce sont ces derniers justement qui ont été renouvelés également à Morges les 3 et 4 août derniers. Reportage et on se retrouve ensuite ici à Bière. Voici un ancien moteur d'aiguillage de l'entreprise Integra qui va être remplacé par ces messieurs. Dans un premier temps, il faut casser une partie du caniveau pour le futur nouveau câble. Il faut ensuite désolidariser la petite borne Integra de son socle. La borne est juste là. Pendant que 2 personnes s'occupent de cela, la troisième prépare le nouveau moteur que voici. Tout beau, tout neuf, juste magnifique. Voilà, la borne est maintenant amovible, mais elle est encore reliée par des câbles. Il faut les couper avec une pince très spéciale, mais apparemment très pratique. Ce vieux moteur, si j'ose dire, est maintenant prêt à être déplacé. Ça n'en a pas l'air, mais c'est très lourd. Il est pour le moment stocké à proximité de l'aiguillage et sera ensuite chargé dans un wagon pour le transport. Reste simplement le petit pied de la borne Integra qu'il faut maintenant découper car la nouvelle borne, avec l'inscription Siemens cette fois-ci, est reliée physiquement au nouveau moteur par une structure. Tout est prêt pour accueillir jusqu'aux environs de 2027 ce nouveau moteur attitré à l'aiguillage 13. Ces moteurs sont de type KCA, ils ont été fabriqués à l'origine par l'entreprise Integra, d'où la borne Integra, mais qui est maintenant rachetée par Siemens, d'où le changement de nom sur la borne, passant d'Integra à Siemens, je pense que vous m'avez suivi. On le boulonne, on le repositionne en bourrant le ballast dessous et on peut passer à l'étape suivante. Maintenant qu'il est bien en face du bras mécanique qui est relié aux pointes de l'aiguille, le moteur est ajusté pour que les 2 bras soient reliés par un boulon. Le clac que vous venez d'entendre, c'est ce que l'on appelle la fin de course, un verrouillage mécanique du moteur pour que la position actuelle de l'aiguille soit entièrement fixe, qu'elle ne bouge plus même avec les vibrations d'un train passant au-dessus. Le boulon est maintenant installé, on teste encore avec la manivelle la jonction entre le bras de l'aiguillage et le bras du moteur. Dernière étape ensuite, et elle n'est pas des moindres, installer la mise à la terre sur la borne Siemens et ensuite le moteur en lui-même. Pour rappel, il est obligatoire de relier à la terre toute installation électrique pour qu'en cas de court-circuit ou lorsque la foudre tombe sur l'installation par exemple, le courant parte directement à la terre et n'endommage pas les autres installations ou les personnes à proximité. Et le moteur peut maintenant être enclenché et testé depuis la télécommande que vous découvrirez avec Tristan dans quelques instants.
Aiguille conduit à droite, fin de course. Parfait. Inverse. Voilà, l'aiguillage 13 est maintenant prêt au service. Suivez l'actualité de Raiwan sur Instagram, Facebook et Twitter. Cette année, plus de contenu vous sera proposé pour par exemple découvrir les coulisses de chaque épisode. Ce renouvellement des installations a été réalisé par un prestataire, il s'agit de Stadler. Nous avons sur notre plateau Marc Sarva, le chef de projet de Stadler qui a supervisé le renouvellement. Bonsoir. Bonsoir. Première question, tu travaillais anciennement pour l'entreprise Baer qui a été rachetée par Stadler. Peux-tu nous expliquer en quoi consiste cette entreprise et ton travail? Alors Baer est une entreprise spécialisée dans les installations de sécurité qui a débuté ses prestations en 1988. Depuis décembre 2021, Stadler est propriétaire de ces entreprises et continue ses activités. Nos compétences sont principalement du développement, c'est-à-dire de la planification. Donc on peut assister les compagnies de chemin de fer pour étudier les projets de signalisation ferroviaire, mais nous sommes aussi fournisseurs et nous construisons notre propre système de signalisation, l'enclenchement, les signaux et tous les systèmes qui accompagnent ces installations. Tu parlais de l'enclenchement justement, vous fournissez des installations avec le système d'enclenchement Eurolocking et vous avez également des signaux à LED, c'est assez reconnaissable sachant que la plupart des signaux sont encore à lampe. On a vu notamment ces signaux à LED à Vandelincourt lors de notre visite au chemin de fer du Jura ou encore à Montbovon pour les transports publics fribourgeois. Tu nous as d'ailleurs amené des signaux que tu vas nous présenter tout à l'heure, mais est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est l'Eurolocking juste avant les signaux? L'Eurolocking, c'est le nom qu'on a donné à l'enclenchement électronique qui a été développé par notre entreprise. Un développement interne fait en Suisse qui a la particularité de se baser sur des composants industriels qu'on dit viennent de l'étagère. D'accord. Et du coup, ils sont disponibles en grande quantité et surtout moins chers que des équipements qu'on construirait exprès pour cet enclenchement. Donc, on s'approvisionne principalement chez des entreprises qui sont en Allemagne, également en Autriche, et on a une partie que l'on fabrique également en Suisse. Et donc tu nous as amené des signaux ici, tu peux nous les présenter? Effectivement, alors tu as évoqué les LED qui sont utilisés. Alors donc, ça, qu'est-ce que c'est? C'est une lampe qui est basée sur une technologie LED. On voit qu'il y a plusieurs LED qui sont à l'intérieur. Tu parlais des signaux N qui sont ronds. C'est les ronds, exactement, par rapport aux L qui sont un peu en longueur. Plutôt rectangulaire. Enfin, ouais. Donc les signaux N font appel à 3 de ces LED qui sont installés dans le centre, dans le rond. Oui. Et on a les 3 couleurs qui sont disponibles, le rouge, le vert et le jaune. C'est énorme. C'est assez grand. L'avantage de la LED, c'est qu'une fois en place, on ne la touche plus. Oui. Il y a une fiabilité très grande. Et du coup, par rapport aux lumineux, on est plus avantageux sur la maintenance. Donc ça, c'est un signal principal. Et il y a les plus petits, c'est là-bas, c'est ça? Ça, c'est les signaux nains. Exactement, les signaux nains qui sont utilisés pour les mouvements de manœuvre. Oui, oh putain, c'est lourd. C'est très lourd. C'est également des LED qui sont utilisés. Oui. Donc également avec une durée de vie assez importante. Et la particularité par contre, c'est qu'on va avoir à l'intérieur ici de l'électronique pour gérer les LED. D'accord. Très intéressant. Et c'est ceux d'ailleurs qu'on remarque le plus sur les quais à Montbovon par exemple, ou justement à Vandelincourt, c'est ceux qui nous permettent de voir que c'est un enclenchement fait par Baer. Et qui aujourd'hui équipe Morges. Oui. Qu'on peut voir depuis les quais. Exactement. Et puis il y a un dernier élément que tu nous as apporté. Donc c'est ce qu'en abrégé on appelle le SIV, c'est ça? Exactement, le signal indicateur de vitesse. Donc là, c'est positionné sous les signaux principaux, les ronds, des signaux numériques, et ça indique la vitesse? La vitesse, ça donne des informations au conducteur. Alors ici, on voit qu'il y a un 3 qui est dessiné avec les LED, et puis également une barre. Donc on affiche, on vient compléter l'information qui est donnée par le signal principal. Le signal principal va te dire rouge, on s'arrête. Oui. Et après, il va pouvoir faire vert ou jaune. Et on combine le vert ou le jaune avec les informations qui sont en dessous. Par exemple, un vert allumé et un 3 allumé va dire au conducteur exécution 30 km/h. Et c'est ce que tu nous disais, Daniel, tout à l'heure, qu'on a une plus grande flexibilité de vitesse avec ces écrans. Et c'est quelle couleur par hasard? C'est blanc. C'est blanc.
tout simplement. Oui. Et il y en a certains qui sont orange, mais je crois que c'est du coup une autre entreprise, c'est ça qui peut... Les anciens Ou c'est signaux N de chez Integra qui Ah sont oui. sur le réseau CFF, CFF, ils sont un peu jaunes. un peu jaune. Mais on a contrôlé ça avec l'OFT Oui, et il n'y a pas de réglementation, on va dire, sur la couleur affichée sur le signal indicateur de vitesse. d'accord. Intéressant. Bah, merci beaucoup en tout cas pour avoir amené ce matériel ici. Merci. Et sur ce renouvellement, vous avez dû apporter une grande nouveauté dans vos produits. Vous avez créé des signaux numériques, les signaux ronds, sur demande des MBC, notamment de Daniel. Comment est-ce que cela s'est passé? Alors le système Eurolocking a une particularité, c'est qu'en fait il est flexible vis-à-vis de la signalisation L ou N. Et en gros pour nous le développement ça a été simplement de prendre les LED et de les mettre dans un panneau qui a la forme du signal numérique. L'Eurolocking, pour les signaux, en fait il envoie une information de vitesse. Donc il ne va pas dire j'affiche l'image 2, 3, autre chose, mais il donne une vitesse qui doit être commandée. Du coup, en fait, on est très flexible par rapport à la signalisation que l'on utilise. Bien sûr, il y a eu quelques développements qui ont dû être faits, mais c'est relativement minime par rapport à ce qui existait déjà. Et vous avez d'autres projets en Romandie ou ailleurs en Suisse, on pourra continuer de voir ces signaux à LED se développer? Alors, on a déjà, grâce au MBC, le renouvellement de toute la ligne MBC qui va se poursuivre sur les années à venir. Nous avons également des contrats avec les chemins de fer du Jura, les transports publics fribourgeois, Oui. le MOB également, D'accord. avec qui nous allons travailler pour la gare de Montreux, Oui, le MVR et encore d'autres qui vont venir. qui vont venir. Tip top. Bah, en tout cas, merci beaucoup Marc d'être venu sur le plateau, d'avoir encore une fois apporté ces objets. Tu restes avec nous? Bien sûr. Il est maintenant temps de passer au quiz. Et oui, c'est la nouveauté de cette année. Les émissions Plateau vous proposeront à chaque fois un petit quiz. 6 questions autour du thème abordé. Ce soir, ce sont donc les installations de sécurité, mais c'est spécifiquement la signalisation qui va être au centre de ce quiz, car c'est un élément que nous n'avons pas abordé, ou très peu du coup, avec Marc il y a quelques instants. Est-ce que tout le monde est prêt sur le plateau? Mais oui. Nous sommes prêts. Alors, première question, il faut indiquer l'ordre de création de ces signaux. Ils sont numérotés de 1 à 4. Il faut les remettre dans le bon ordre. N'hésitez pas si vous avez la réponse. Je commencerai bien par le 4. Par le 4, un signal mécanique, oui, juste. Je vais prendre assez peu de risques en mettant le 2 ensuite. Le 2, le signal lumineux. Donc on a ici les signaux L, on appelle ça. Je propose à MBC de répondre pour la suite. Alors, à mon avis, la signalisation numérique a précédé la signalisation ETCS. Donc, ensuite, le 1 et enfin le 3. Exactement. Donc l'ordre de création, donc l'ordre des signaux, il fallait dire le 4, le 2, le 1, le 3, le mécanique, le signal L, le signal N numérique qu'on a vu avec toi, et les tout derniers sortis pour le TCS, Level 2. Et si on passe encore l'image suivante, on se rend compte que la numérotation en dessous des signaux, la numérotation faite par l'Office fédéral des transports, est dans l'ordre croissant de création de ces signaux. Incroyable. Qu'est-ce qu'indique le panneau juste ici? Celui-là. Jules. Je planche sur un signal d'autorisation de manœuvre. Alors, c'est presque ça, mais c'est l'inverse. Alors si c'est Tu vois, l'inverse, Marc? c'est la fin de manœuvre. Non, c'est un petit peu différent. Un signal d'interdiction de manœuvre, mais avec les lampes qui permettent d'autoriser la manœuvre. Exactement, il indique qu'il est strictement interdit de manœuvrer dans la zone définie selon les prescriptions locales, lorsque les 3 lampes blanches sont allumées et que l'ordre est confirmé par oral par le chef de circulation des trains, alors le mouvement de manœuvre peut avoir lieu. Si le signal est éteint, le mouvement doit se terminer et le train ne doit plus bouger d'un pouce. Ou la manœuvre ne doit pas démarrer du coup s'il n'est pas allumé. Question numéro 3, avec une image. Pouvez-vous nous indiquer à quoi correspond ce petit signal carré situé en dessous des signaux principaux? Est-ce que quelqu'un sait? Daniel?
Ah oui, ça c'est toute ma jeunesse. Oui. C'est des signaux qu'on ne trouvera bientôt plus. Ils servaient à plusieurs choses. Il y avait dessus l'ordre de départ, Oui. avec une ampoule verte, une ampoule jaune en diagonale. Il y avait aussi dessus l'essai des freins pour Oui, les trains, exactement. avec 3 positions, une lampe, 2 lampes ou 3 lampes, selon qu'on voulait demander au mécanicien de serrer les freins, de les lâcher ou lui confirmer que le frein était fonctionnel après l'essai. Exactement. Ce petit feu, donc, tu l'as entièrement dit, sert à donner l'ordre de départ aux mécaniciens. On peut encore les voir provisoirement, si on peut dire, à Genève, par exemple. Et c'était le cas notamment en avril 2022, lorsque nous avions suivi Jean-Claude von Rotz pour un de ses derniers voyages en tant que chef de train. Là, c'est venu, donc, traditionnel coup de sifflet. Merci. Voilà, un coup d'œil dans les deux sens. Et bien respecter l'endroit où on file, parce qu'on a Lausanne ou Genève. Et effectivement, ces petits feux servent aussi à communiquer entre le mécanicien et le logisticien de manœuvre pour tout ce qui est test de frein. Donc une lampe blanche serrer les freins, 2 lampes blanches verticales pour serrer les freins magnétiques cette fois-ci, 2 lampes blanches diagonales pour desserrer les freins, 3 lampes blanches pour frein bon et 2 lampes blanches en diagonale dont une verte, dont une lampe blanche en diagonale avec une lampe verte pour donner l'ordre de départ. Et si le signal d'ordre de départ n'existe pas, ça se fait par téléphone. Qu'est-ce qu'indique cette image de signal? Dites, Est-ce que c'est en lien avec la ligne de contact? c'est en lien avec la ligne de contact. Alors il me semble que ça va indiquer la fin de la ligne de contact. Ça, oui, d'un certain côté ça indique, mais ça donne un ordre précisément. Christophe. Ce qui est effectivement, ce qui est amusant, c'est que on imagine quand on le voit, ah c'est parce que c'est la fin de la ligne de contact, mais en fait ça indique au mécanicien qu'il doit baisser le pantographe. Eh bien, une raison, c'est parce qu'il n'y a plus de caténaire, donc évidemment, C'est ce que plus tu de dis. lignes de contact après. Et puis, évidemment, ça évite certains problèmes. Oui, Parce que rouler avec un pantographe sans ligne de contact, c'est un peu compliqué. long. Et pour les puristes d'entre nous, donc il y a également le signal d'annonce de baisser pantographe, qui est comme ceci, le signal avancé on pourrait dire. Et il y a le signal de fin d'abaissement qui permet au mécanicien de relever son pantographe. On a, pour ceux qui se passeront à Bière, on a un signal de baisser panto juste là-bas. Et on a également à Morges, c'est ça, pour la zone avec la voie normale? C'est exact, il y a une séparation entre les deux zones, voie normale, voie métrique, avec ce type de signaux. Question numéro 5. Que signifie le petit triangle blanc que l'on peut voir au-dessus des signaux nains? Donc les signaux nains, pour rappel, c'est les signaux triangulaires juste ici. À quoi sert la petite flèche blanche, le petit triangle blanc au-dessus? Est-ce que quelqu'un sait? On rentre dans les questions assez compliquées. Je le sais, mais je te donne encore un indice si tu veux. Oui. Ça peut être mis au-dessus de n'importe quel signal. Ah, de n'importe quel signal. Mais Ah, oui. j'avais pas l'information. Absolument. Mais la réponse sera la même. Est-ce que quelqu'un a la réponse dans l'équipe ou pas? Plus que ça? J'ai la réponse. Tu as la réponse, dis-nous. Ces triangles blancs indiquent aux mécaniciens que si le signal nain est éteint, il peut quand même franchir ce signal. Exactement, c'est ce qu'on appelle des signaux à validité temporaire. Si les signaux sont éteints, le train peut passer sans aucun souci. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce que vous avez installé ce genre de signaux à Morges? À Morges, ça permettra aux équipes de manœuvre qui transfèrent les wagons de la voie métrique à la voie normale de pouvoir le faire en autonomie sans appeler le chef circulation au centre de gestion du trafic. Ça fait moins de travail, moins de communication radio et ça permet de sécuriser malgré tout le mouvement de manœuvre. Merci beaucoup. Dernière question, si c'est juste. C'est juste. Quelle est la particularité de la voie 1 de Lausanne, si tout le monde connaît Lausanne? Qu'est-ce qu'il y a sur la voie 1 à Lausanne? Toujours en rapport avec la signalisation. Jules. Alors il me semble qu'il y a encore justement un carré d'ordre de départ et de freinage. Alors, il n'y a plus. Ça a été enlevé avec le renouvellement qu'on avait suivi en saison 1 dans Railwad. Moi, je te propose qu'il y a un mini signal principal numérique sous la marquise à côté de la voie 70. Alors, c'est ça que tu cherches. c'est pas un principal, c'est un répétiteur, c'est un double répétiteur pour vraiment ceux qui sont techniques. Oui, mais il y a une autre particularité, c'est au niveau des signaux principaux justement. Est-ce que quelqu'un l'a? Personne? Étienne, tu l'avais ou pas? Je l'ai, toi mais elle est notée. Oui, sur elle est la notée. feuille. Moi-même, je ne savais pas, mais voilà.
principe d'un quiz? Eh bien parce qu'elle possède 3 signaux de sortie, Exactement, un côté Renan et 2 côtés Vevey. exactement. Et ça, c'est pour des raisons de plan de voie. Si vous souhaitez partir sur Palaisieux, le plan de voie est tel que vous pouvez bien sûr partir tout droit. Mais si vous devez aller sur Vevey, la traversée jonction double, toutes les aiguilles qui permettent de faire traversée latérale de la gare, il faut absolument que la voie 1, la bifurcation démarre plus tôt. D'où le fait qu'il y a 2 signaux principaux du côté Vevey dans la gare de Lausanne, parce que le signal arrive avec l'aiguille qui est déjà possiblement en mode dévié. Voilà pour ce premier quiz de la saison 3. Le prochain, c'est dans 2 semaines. On va terminer cette émission en beauté avec une séquence très rare, celle de la visite d'un local d'enclenchement. Nous avons pu y accéder avec Jean-Rémy de la Harpe pour voir les anciennes et nouvelles installations. Vous assisterez également aux premiers essais des installations en effectuant des parcours de train pour des trains fantômes, on appelle ça comme ça. Et rien que ça, quand même. Attention, c'est exceptionnel. Séquence installation signée par un nouveau également, Tristan Ostina. Alors on est en plein renouvellement d'enclenchement, du coup. Tu m'expliquais que ce sont 2 enclenchements numériques qui étaient à l'époque, un depuis 30 ans et l'autre qui est renouvelé aujourd'hui. Tu peux nous faire un petit tour du local? Alors je vais d'abord te montrer l'ancienne installation qui est numérique, qui était une grande nouveauté à l'époque. C'était la première installation hors de l'Allemagne à voie métrique numérique. Les premières installations en Allemagne étaient de 90 et nous c'est depuis 92. Voilà. Donc juste après. Alors voilà la première armoire, donc c'est des installations numériques qui étaient doublées. Il y a ces 2 ordinateurs et en fait la sécurité se faisait par le temps entre les 2, il fallait qu'ils soient dans la microseconde au même moment pour tous les ordres. Et toute la partie en dessous, c'est ce qui va donner aux armoires à côté, que je vais vous démontrer. En fait, ça c'est les signaux. Chaque signaux a plusieurs cartes, on voit que c'est chaque fois les mêmes. Et le système, il est éteint actuellement, on l'a éteint pour la première fois depuis 30 ans hier matin. Et en fait, on voyait tout ce qui était vert, c'est que ça fonctionnait normalement. Et tout ce qui était jaune, c'est que c'était des commandes qui arrivaient. Et le rouge, c'était des dérangements. Et le système se faisait par des resets. On pouvait resetter des signaux, on pouvait resetter des aiguilles, etc. Resetter le système complet. Voilà pour cette installation. Et donc là, les signaux. Et la 3e armoire, c'était les aiguilles. Ok. Voilà. Et ce système tourne encore en Allemagne, mais ils l'ont totalement renouvelé. Ils n'ont pas voulu, Bombardier n'a pas voulu renouveler en Suisse, en fait. Parce qu'on n'était pas assez de clients. Il y a le MOB et puis le MBC. Alors, en effet, quand on a éteint les armoires, c'est bizarre. Hein? C'est des installations que j'ai participé il y a 30 ans en arrière. J'ai téléphoné au CGT. Au CGT, une personne aussi qui a déjà un petit moment, qui est là, Nathalie Morel. Elle m'a dit « Oh là là, mais j'ai larmes à l'œil ». Voilà, mais bon, c'est la vie. Hein? Moi, je suis à la 3e génération d'installation. Avant, on avait une installation Harley qui était dans la gare de Morges. Là, c'est la 3e génération. Voilà. Donc ça, c'est pour l'ancienne installation. Et la nouvelle, elle est juste là, c'est ça? Alors voilà, pour la nouvelle, on peut commencer directement à la première armoire, parce que le principe est toujours un petit peu le même. C'est pas la première, c'est la 2e. En fait, voilà les ordinateurs, alors sous une forme, c'est toutes des cartes identiques, mais seulement où elles sont placées, elles ont des détrompeurs à l'extérieur, avec des programmations à l'extérieur, et au moment où on la place, elle reconnaît son endroit, et elle fonctionne. Et la différence avec avant on doublait, à présent on triple. Ce qui permet, lorsqu'on a une carte qui est dérangée, pour exemple XY, l'installation tourne quand même, on peut rouler avec les trains. Voilà. Okay. Pour nous, ça sera une grande nouveauté, parce qu'avec l'ancienne installation, il faut aller agir tout de suite, les trains étaient arrêtés. Et donc là, juste en dessous, c'est l'automate principal, c'est ça qui reçoit toutes les informations? Voilà, en fait, c'est l'IMAX en dessous. Voilà. C'est le boîtier jaune. IMAX, et c'est là-dessus qu'on a le bloc avec la gare suivante qui est à Harlay, qui est à Chigny. Ouais. Et passe par des automates et vont donner les ordres au cerveau de la fonction de Chigny, le train qui est en train de sortir, le train qui va de Morges à Chigny, etc. Par la suite, on va renouveler toutes nos installations. Il y a seulement les installations de Chigny et de Bussy qui vont rester à Harlay, l'installation Cuma. Tout le reste jusqu'à Bière et Apple-Lille également viennent avec le relooking.
Et la nouvelle installation se fait avec un répartiteur. Oui. C'est celui-ci. On voit, Oh là. c'est très sobre. Oui. Et puis vous voyez l'ancien qui est à côté, où c'est avec beaucoup, il me semble, 28 000 fils. Je ne me rappelle 28 000. plus. Ouais, 28 000 fils qui arrivent dessus. Ça doit être à peu près ça. C'est la grande différence. Hein. Ouais, c'est beaucoup plus sobre hein, actuellement. Ouais, ouais. Alors ça, c'est un onduleur Benning. L'ancien était un Schneider. C'est la même chose en fait. Voilà, c'est le principe avec le relooking, il nous livre du Benning. Oui. Donc on a une partie avec les batteries, on les voit juste à travers la fenêtre là. En fait, on reçoit le réseau de la Romande Énergie. Le réseau alimente ces batteries en courant continu. Et on reprend le courant continu, on l'ondule en 400 volts triphasé pour les installations. Voilà. Ce qui fait qu'en cas de coupure de la Romande, micro-coupure, etc., nous on ne le sent pas puisqu'on reprend toujours des batteries. Oui, directement. Et l'installation est faite pour 5 heures de temps. Et on profite de mettre le réseau informatique du MBC, plusieurs choses qui sont importantes pour nos bureaux, etc. Ouais. On le met également là-dessus. Voilà. Et c'est doublé, on a la deuxième installation à Bière, la même chose. Et on est complètement autonome et doublé au MBC, mais pour 5 heures. Voilà. Ça fait toujours 5 heures. Hein. C'est toujours ça de prix. Voilà. Et pour les entretiens, ben, on fait ça la nuit. On va se mettre sur le réseau de la Romande et on change nos batteries, etc. Une fois par année, on fait un contrôle. Une fois tous les 8 ans, on change les batteries. Voilà. Ah oui, donc elles ont quand même une durée de vie qui est très intéressante. Voilà. Super. Jean-Rémy, merci beaucoup. Voilà, service. À la prochaine dans Raiwan. Merci, à bientôt. Toutes ces installations, après la mise en service complète, seront contrôlées depuis le centre de gestion du trafic situé à Lagota, au siège du MBC. Mais pour le moment, c'est la télécommande située sous la gare qui fait office de centrale de test, on pourrait dire ça comme ça. Daniel, on te retrouve. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que nous avons à l'écran? Oui, volontiers. Donc là, on voit l'image de la gare telle qu'elle apparaîtra quand elle sera mise en service. Et comme sur tous ces appareils électroniques, on voit un plan sur lequel tous les éléments sont répertoriés. On peut partir de l'entrée de la gare quand on vient depuis le nord du réseau. On voit le bloc à l'entrée de la gare qui nous sépare de la gare de Chigny, le signal d'entrée, et puis ensuite les appareils de voie, les signaux nains, et puis les différentes couleurs qui ont toute une raison d'être. Ici, on voit assez bien sur ce plan à l'instant, une partie des voies sont en rouge, c'est là où se trouvent actuellement nos véhicules qui sont aux travaux, qui sont en train de construire les éléments de la gare. On voit les éléments en bleu, c'est les itinéraires de manœuvre qui sont demandés par les équipes travaux sur place. Et puis en jaune, c'est les parties qui sont actuellement libres. Et ce qu'on voit qui clignote en violet, eh bien bientôt ça ne clignotera plus, puisque au fond, c'est les parties qui ne sont pas encore finalement construites, pas encore en service. En pratique, ce sont les moteurs d'appareils de voie, les moteurs d'aiguillage qui ne sont pas branchés. On les a vus tout à l'heure sur le terrain, maintenant on les voit depuis ici, concrètement sur l'installation, ce que ça représente. Alors tout à l'heure, on a suivi la mise en service du moteur d'AV de l'aiguille 13, qui est situé donc juste ici. Tu peux nous montrer comment tout à l'heure les tests ont été effectués, alors peut-être sur une autre aiguille, du coup, ce que la 13 est déclenchée? Oui, on va prendre par exemple l'aiguille 4 qui est ici. Quand on clique sur l'aiguille 4, un menu de commande apparaît, avec des commandes qui sont simplement des menus abrégés. CA, commande de l'aiguille. On clique une fois dessus et puis on va voir que l'aiguille change de position. Et quand elle a fini de changer de position, elle est quittancée, elle est fixe en position conduit à droite. Et j'en profite pour te demander quelque chose. Vous avez les protections de flanc. Par exemple, s'il y a un train qui part de la 6 à la 76, est-ce que l'aiguille entre la 5 et la 75 change automatiquement? Oui, les appareils modernes ont tous en principe les protections de flanc. Je vais chercher une manière de te le démontrer. Eh bien, on va prendre par exemple un départ effectivement de la 75 pour la 15. Et on va voir que l'aiguille 4 tourne, l'aiguille 6 aussi, elle tourne pour la protection de flanc. Et en plus, on voit que l'aiguille 4, elle est verrouillée en vert, c'est-à-dire qu'elle est comprise dans un itinéraire de manœuvre ou de train. Et l'aiguille 6, c'est verrouillée en orange, ça veut dire qu'elle est en protection, elle n'est pas pour elle-même verrouillée, elle est verrouillée par un autre itinéraire nécessaire. Mais on a les signaux principaux aussi, donc les signaux N numériques, qui sont juste ici, c'est les gros ronds rouges avec le petit écran en dessous. Tu pourrais nous faire une démonstration de changement d'image? Alors on va essayer pour la première fois sur cet appareil de le faire. C'est quelque chose qu'on n'a encore pas testé. Donc pour pouvoir faire un itinéraire de train, il faut d'abord préalablement avoir un itinéraire de manœuvre qui est établi ou la présence d'un train. Comme on n'a pas de présence d'un train, on va faire l'itinéraire de manœuvre. Il est venu depuis la voie 75 jusqu'à la voie 15 et maintenant on va essayer
de mettre à voie libre le signal de fin de voie 5 en direction de la voie 15. Voilà. Et maintenant, pour la première fois, le signal de la voie 5 en direction de la 15 est venu. Il vient en position d'avertissement, puisqu'on n'a pas la distance nécessaire pour le mettre au vert, et puis le suivant est rouge de toute façon. Au-delà, c'est la fin du réseau MBC. On ne peut pas aller plus loin. Et donc ça, c'est une exclusivité Raiwan dont on est fier. Merci beaucoup Daniel, et puis on te retrouve en plateau tout de suite de toute façon. Alors à tout à l'heure. Chers téléspectateurs, chers invités et chers chroniqueurs, il est déjà temps de se quitter. Marc Sarva, on te remercie encore une fois d'être venu inaugurer le tout premier plateau de l'histoire de Raiwan, et on rappelle que tu es un des chefs de projet de Stadler. Merci beaucoup. Merci de m'avoir accueilli. Et Daniel Pache, au nom de toute l'équipe Raiwan, un immense merci pour cette très belle collaboration avec les MBC, pour les signaux qu'on a pu également récupérer pour le plateau ici même. Et je rappelle que tu es le responsable infrastructure des MBC. Merci beaucoup. C'était avec plaisir, et puis revenez ces prochaines années, il y aura beaucoup de choses à vous montrer. Avec grand plaisir. Merci bien sûr à nos deux chroniqueurs du jour, Christophe Beuret et Jules Grussy, pour ces deux magnifiques premières chroniques. Sans oublier ceux derrière la caméra aujourd'hui, Fares From, Nicolas Meyer, Samuel Vasquez et Tim Chanet. Chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de cette magnifique première émission de la saison 3. Il en reste 17. Et au programme, on reprend notre rythme bimensuel qui est maintenant habituel pour les fans de Raiwan. Dans 2 semaines, le samedi 17 septembre, une autre émission à thème va vous être proposée, et cette fois-ci autour de grands projets et grandes évolutions du ferroviaire. pour les informations sur le programme, sachez que tout est sur notre site internet raiwan.ch. Chers téléspectateurs, il ne nous reste plus qu'à vous dire à très vite. Ciao. Bonne soirée.